Pour la première fois au monde, voici un top des meilleurs films de 2014. Putain, j'avais un chat dans la gorge. Aujourd'hui, petit review des meilleurs films de 2014. J'aurais aimé parler de tellement de films. X-Men Days of Future Past, Captain America The Winter Soldier. Vous vous rendez compte? Je zappe du Marvel. Et de qualité en plus. Sinon, Interstellar, de bons Michael Bay, Ninja Turtles et Transformers 4, Godzilla, Le Hobbit 3, Lucy, Prédestination, et j'en passe. Edge of Tomorrow reste mon petit coup de cœur qui ne sera pas présent. Enfin maintenant si, mais bon, à la base, je devais pas en parler. C'est l'adaptation cinématographique du light novel japonais All You Need Is Kill, aussi adapté en manga, également en 2014. Si vous avez aimé le film ou pas, je vous conseille le manga. Et inversement, le principe est le même pour les deux, mais pardon pour Emily Blunt, je préfère la Full Metal Beach du manga. Et l'univers est plus exploité, plus poussé, et je divague. Voici donc un petit top 7 des meilleurs films de 2014. Numéro 7, sorti le 9 avril, Divergente. Première adaptation d'une trilogie romanesque du même nom, la suite est déjà prévue pour le 18 mars 2015. La bande-annonce m'intéressait pas mal, ça me rappelait un peu Les âmes vagabondes, sorti en 2013. J'étais réticent pour Les âmes vagabondes justement, mais j'ai été agréablement surpris. Par contre, Divergente, je m'attendais à un bon film, et j'ai été déçu. Theo James ressemble à James Franco, que j'aime bien, mais ça ne fait pas tout. Et puis, Shailene Woodley et Ansel Elgort ont également joué dans Nos étoiles contraires, où ils formaient un couple, alors que dans Divergente, ils sont frères et sœurs. C'est étrange. Par contre, la bande-annonce du 2 est intéressante et mérite d'y jeter un œil. J'irai donc peut-être le voir. L'histoire est compliquée à raconter, donc bref, suivant. Numéro 6, sorti le 15 octobre, Le Labyrinthe. Également adapté d'une trilogie littéraire appelée L'Épreuve, la suite sortira le 14 octobre 2015, soit un an après le premier film. Il est fort possible que les prochains films se prénomment comme les livres, soit La Terre brûlée et Le Remède mortel. Pour la description, un groupe de jeunes sont enfermés entre 4 murs géants. Autour de ces murs, un labyrinthe. Pour Thomas, la solution est simple, trouver une solution pour s'échapper. Pas mal de jeunes acteurs présents dans le film sont aussi apparus dans des séries. Game of Thrones, Skins et Teen Wolf. Pour les entraîner, le réalisateur du film les a envoyés en stage de survie pour préparer leur rôle. Quant au jeune acteur Black Cooper, il a contacté l'auteur et le réalisateur du film sur Twitter pour pouvoir jouer Chuck. Ouah, j'envoie un mail direct au réalisateur d'Avengers 3 pour y jouer Moon Knight. Bah quoi, y a déjà une dizaine de super-héros, pourquoi je peux pas en rajouter un moi? À partir de maintenant, pas d'excuses. J'ai été voir tous ces films au cinéma. Numéro 5, The Amazing Spider-Man 2, sorti le 30 avril. Peter Parker revient pour son plus grand combat. Il est le petit ami de Gwen Stacy et assume parfaitement son rôle de Spider-Man. D'ailleurs, Andrew Garfield et Emma Stone sont en couple en vrai, et je trouve que ça se ressent vachement à l'écran. À ce propos, le chien que Emma Stone promène ici, c'est le chien du couple. Et après la sortie du film, ils ont même fait une démonstration d'un magnifique baiser de cinéma, le tout à la télévision. Après ce qui arrive à Gwen Stacy, Peter déprime et rencontrera Mary Jane Watson, une petite rousse qui était largement présente dans la version de Sam Raimi. D'ailleurs, Gwen était déjà présente dans le 3. Et ce n'est pas tout. Entre la blonde et la rousse, Spidey craque aussi pour les brunes. Felicia Hardy, interprétée ici par Felicity Jones, est présentée comme la secrétaire personnelle des Osborn. Cependant, la brune est douée pour les arts martiaux et porte bien le costume cuir, un peu comme Catwoman chez DC. En même temps, voici son petit nom Marvel, Black Cat. Elle fricote d'ailleurs beaucoup avec l'homme araignée, et c'est pas pour lui déplaire. Revenons au film. C'est le tout premier à avoir été tourné entièrement dans la ville de New York. Visible dans la bande-annonce et à la fin du film, le sous-sol de la tour Oscorp regorge de mystères et d'inventions. On y retrouve des ailes mécaniques pour un futur vautour et 4 bras articulés pour le docteur Octopus. Les costumes sont d'ailleurs inédits. Rien que pour Electro, il a fallu 150 artistes pour achever son look électrique. Le look ne fait pas tout, je l'ai déjà dit, mais encore une fois, la musique de Hans Zimmer est brillante. Je me répéterai pas en disant que le film est brillant et très accrocheur. Même si certains éléments me déplaisent, je reste un très gros fan. Numéro 4, Gone Girl. Sorti le 8 octobre, c'est le premier film à utiliser une caméra numérique nommée 6K Red Epic Dragon. Rien que ça, pour une image 9 fois supérieure à la HD standard. Le film est une adaptation du best-seller Les Apparences de Gillian Flynn, qui a touché 2,5 millions de dollars pour les droits et la réalisation de son œuvre au cinéma. Le couple d'Amy et Nick forme un couple parfait, mais lors de leur 5e anniversaire de mariage, Amy est portée disparue et tout semble inculper Nick. Le film est tourné entre flashback et enquête sur la disparition d'Amy. Pour bien résumer l'ambiance du film, je vais citer Wikipédia. Teinté d'humour noir,
Satire du mariage et des médias, le film dénonce l'hypocrisie d'une société américaine, idolâtrant les apparences. Bref, un film à l'ambiance sombre qui vous scotche du début à la fin. Numéro 3, il aurait dû être premier du classement, mais je le mets en 3ème place. La planète des singes, l'affrontement, sorti le 30 juillet. Suite du préquel de la saga La planète des singes, le film est bien réalisé. Les événements se déroulent 10 ans après son prédécesseur. Pendant la libération des singes durant le précédent film, le rétrovirus créé par Gen6 pour guérir Alzheimer se répand dans le monde et cause la grippe simienne qui a exterminé la majorité de l'espèce humaine. James Franco n'a d'ailleurs pas repris son rôle car il a été victime de la pandémie. Sa seule apparition est un caméo extrait du premier film. Cependant, les autres acteurs ont eu le droit à des cours pour apprendre à marcher et se comporter comme un chimpanzé. Parce que c'est peut-être naturel chez Andy Serkis, mais pour les autres, ça demande un apprentissage. Et d'autres acteurs auront peut-être leur chance. Si vous êtes poilu et grognon, vous avez peut-être une chance de participer à la suite qui arrivera en juillet 2016. Numéro 2. Je vais maintenant vous parler du film que j'ai vu le plus de fois en 2014. Quoique il a bien un concurrent, mais on en reparle juste après. Dragon 2, sorti le 2 juillet. Pour faire simple, c'est dans le prolongement du premier. Le troisième est d'ailleurs en route pour le 2 août 2017. La même date que Thor 3 Ragnarok. Mais Harold et Croque-Mou ne s'arrêteront pas là. Dragon est prévu pour être une tétralogie. Le deuxième film a été le premier à utiliser le tout nouveau logiciel d'animation et d'éclairage de DreamWorks. Les programmes Premo et Torch augmentent la précision des rendus physiques des personnages et surtout leur réalisme. Contrairement au premier film qui a été converti en 3D, celui-ci a été pensé en 3D pour mettre en avant la beauté des paysages et des actions. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe une série animée produite par DreamWorks qui s'appelle Rider of Burke. Elle est basée sur l'histoire des films et vient compléter leurs intrigues. L'histoire d'ailleurs est inspirée de la série de romans Harold et les dragons, écrite par Cressida Crowell. Différentes adaptations en jeux vidéo existent sur console et sur smartphone. D'ailleurs, c'est pas pour me la péter, mais mon Croque-Mou est quand même niveau 75 sur l'envol de Burke. En parlant de Croque-Mou, ou Toothless dans la version originale, le fait qu'il ressemble et qu'il agit comme un chat n'a rien d'un hasard. Le design de base du Furie Nocturne est inspiré d'une panthère, mais afin de le rendre plus amical, les animateurs se sont inspirés de Stephen, le chat de Gabe Ordos, le superviseur d'animation. Le chat a d'ailleurs fini par se trouver plus à l'aise dans les studios que chez son propre maître, donc pas étonnant que Croque-Mou agisse comme un chat. Mais les autres dragons ont également quelques comportements caractéristiques de chat ou de chien. Quant aux alphas, ils sont inspirés d'ours et de mammouth. Et pour finir, bien que des questions se posent sur les Furies Nocturnes et qu'on n'en connaît qu'un seul, le réalisateur Dean de Blois a avoué en avril 2014 que leurs origines seraient expliquées dans le 3e opus de la saga. C'est marrant, on s'en doutait pas du tout. Qui sait? Peut-être qu'on va enfin trouver un autre Furie Nocturne. Ils auraient marqué « Dans le prochain film, tu trouveras une petite copine Furie Nocturne, Croque-Mou ». Ça aurait été exactement pareil. Et enfin, mon film préféré de 2014, sorti le 13 août, vu en avant-première, Les Gardiens de la Galaxie. C'est mon favori, c'est un Marvel, vous êtes prévenus, je vais me lâcher. 10e film de l'univers Marvel, c'est le premier qui n'est pas axé sur un Avengers. En 1988, Peter Jason Quill se fait enlever par un vaisseau spatial. 26 ans plus tard, Peter a bien grandi et se fait maintenant appeler Star-Lord. Malgré lui, il est entraîné avec Gamora, Rocket, Groot et Drax dans une bataille pour sauver la galaxie. Après Iron Man 3, Thor 2 et Captain America 2, c'est au tour des Gardiens de faire leur apparition. Le réalisateur James Gunn s'est inspiré de science-fiction des années 50 à 80. Quant à la musique, les compositions de Tyler Bates sont accompagnées par une compilation funk des années 80, appelée Awesome Mix Volume 1. On y retrouve des titres tels que Octone of Feeling des Blue Sweden ou encore I Want You Back des Jackson 5. Les musiques étaient diffusées durant le tournage pour créer une ambiance propice au tournage et à la bonne humeur. Pour les acteurs, Chris Pratt affichait 140 kg en 2013. Il a suivi un régime et un entraînement intensif afin de perdre plus de 30 kg et obtenir une musculature parfaite, ce qui lui a valu la 2e place du podium pour l'homme le plus sexy de l'année, derrière un Avengers, Thor ou Chris Hemsworth. Mais ce n'est pas le seul à avoir fait des efforts. Bradley Cooper et Vin Diesel ont seulement prêté leur voix, mais Karen Gillan s'est entièrement rasé la tête pour devenir Nebula. Zoé Saldana est passée au vert après avoir été bleue pour Avatar, et Dave Bautista, qui a d'ailleurs pleuré de joie lorsqu'il a été retenu pour le rôle de Drax, avait besoin de 5 maquilleurs et de 4 heures de préparation chaque jour pour cet aspect bleu et rouge. Et durant ces 4 heures, il devait rester immobile et debout. Maintenant, quelques anecdotes.
Malgré le côté galactique du film, il a été tourné à Londres. Une suite est déjà prévue pour 2017 et devrait rejoindre le reste de la franchise Marvel. Pour trouver un Walkman et le donner à Peter Quill, l'accessoiriste a dû chercher partout pour en trouver un. Il n'en a pas trouvé de 9, mais a réussi à en trouver 16 d'occasion. Chris Pratt, malgré sa nouvelle musculature, a failli se faire péter une côte avec Zoé Saldana. Durant un entraînement de scène de combat, l'actrice s'est lâchée, mais son partenaire n'avait pas les protections. Il s'en est sorti avec un gros bleu. Tu peux sortir. Le Milano, le vaisseau spatial de Peter Quill, doit son nom à Alyssa Milano, qu'il idéalait dans sa jeunesse terrienne. Stan Lee, Robert Downey Jr. et le super-héros Nova auraient dû faire un caméo, mais seul Stan Lee a eu le droit à son caméo habituel, qui a d'ailleurs été changé. Le premier devait faire voler sa tête lors d'une explosion, mais jugé trop violent, il a été remplacé. Vin Diesel a enregistré plus de 1000 fois « Je m'appelle Groot » dans différentes langues. Le plus dur a été de faire passer l'émotion dans une phrase, une seule phrase. Mais il s'en est très bien sorti. Juste une question, pourquoi c'est juste en français où il dit « Je s'appelle Groot » et qu'il passe pour un con? Meredith Quill, la mère de Peter, jouée par Laura Haddock, a déjà tenu un rôle chez Marvel. Et oui, Maman Star-Lord était une groupie de Captain America. Chez le collectionneur, on retrouve un elfe noir déjà vu dans Thor 2, un Chitauri déjà vu dans Avengers, le chien Cosmo, Howard the Duck en post-générique, et on aperçoit le Tesseract vu dans Captain America, Thor et Avengers. Mais je reviendrai sur tous les liens entre les Marvel dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, merci de regarder mes vidéos, n'hésitez pas à partager celle-ci et à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires quel est votre film préféré, et moi je vous dis À bientôt, peuple de la Terre. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. C'est toi qui l'as dit le premier. On est les gardiens de la galaxie.